Est-ce que vous avez déjà entendu parler du plan Ecophyto? C'est un programme national qui a pour but la réduction de l'usage des pesticides de moitié pour 2025. Mais avant de réduire notre usage des pesticides, faut-il être encore capable de bien les déceler dans l'environnement? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir quelles méthodes sont mises en place par les chercheurs pour déceler les micropolluants et comprendre quels impacts biologiques ils peuvent avoir sur les cours d'eau. Alors un pesticide, c'est une substance utilisée pour lutter contre un organisme dit nuisible. Cela peut être un fongicide, un herbicide ou un insecticide. On l'utilise par exemple dans l'agriculture pour protéger les récoltes ou dans l'industrie pour protéger certains matériaux. Mais il est fréquent que ces substances soient déplacées loin de leur zone d'utilisation. Cela peut être à cause du vent après un épandage ou par l'écoulement de l'eau à l'intérieur des sols après une averse. Une fois dans un autre milieu, c'est ce que l'on va appeler de la pollution diffuse. C'est l'altération d'un environnement pour lequel il est très difficile de remonter à son origine. Dans le cadre du milieu aquatique, ce sont les agences de l'eau qui s'assurent de contrôler périodiquement, au moins une fois par mois, la qualité de l'eau. Ces relevés ponctuels vont nous informer sur la concentration de pesticides que l'on peut retrouver dans le milieu à ce moment précis. Cela nous donne une image globale de la qualité de l'eau. Mais est-ce que ces données acquises nous permettent véritablement d'être au plus proche des concentrations réelles que l'on retrouve dans les cours d'eau? Pour le savoir, les chercheurs ont fait des mesures dans un milieu dans lequel ils connaissaient les variations de pesticides pour les comparer avec ces échantillonnages ponctuels. Et cela a rendu ceci. Si on compare les données des relevés ponctuels avec la véritable concentration, on voit des écarts. Il arrive que l'on surestime ou que l'on sous-estime les concentrations de pesticides et leur évolution globale est finalement assez différente de ce que l'on pouvait s'attendre. Et ça, c'est embêtant quand on veut véritablement savoir les variations de concentration de pesticides dans le milieu. Alors vous allez dire, la solution elle est simple, faire plus de tests. Et c'est vrai que la multiplication d'échantillonnages ponctuels nous donne une approximation des concentrations de pesticides plus proche de la réalité. Mais d'un point de vue humain et matériel, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et c'est là que les chercheurs de l'INRAE interviennent. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est un organisme de recherche français créé en 2020. Il est issu de la fusion de deux instituts de recherche, l'INRA et l'IRSTEA. L'idée des chercheurs, c'est de développer ce que l'on appelle des échantillonneurs passifs, des dispositifs que l'on pourrait laisser sur le terrain et qui nous informaeraient au mieux des taux de concentration de pesticides au cours d'une période. Alors peut-être que comme moi, avant de m'intéresser au sujet, vous visualisez une sorte de boîtier ultra technologique rempli de capteurs qu'on laisserait dans l'eau. En fait, il n'en est rien. Un échantillonneur passif, ça ressemble plutôt à ça. Une membrane et une phase réceptrice. L'idée, c'est d'utiliser les propriétés de certains matériaux qui vont capter des micropolluants. Lorsque l'on récupère l'échantillonneur passif, en fonction des micropolluants qui se sont agglutinés sur la phase réceptrice, on va être capable de déduire au cours de cette période à quel taux de concentration de pesticides ils ont été exposés. Mais ça nécessite une étape que l'on appelle de calibration. On va ajuster certains paramètres de l'échantillonneur passif car cela peut dépendre de l'environnement dans lequel on va le placer. Cette étape, elle peut paraître fastidieuse parce qu'elle nécessite de bien connaître l'environnement dans lequel on veut placer l'échantillonneur passif. Mais ces échantillonneurs arrivent à donner des concentrations beaucoup plus proches de la réalité et donc ils sont très prometteurs. Si on reprend notre graphique de tout à l'heure, voilà ce que nous donne un échantillonneur passif comme concentration moyenne de micropolluants dans le milieu. C'est quand même un peu plus proche des concentrations réelles, vous ne trouvez pas ? Des échantillonneurs passifs, il en existe des différents. L'INRAE a travaillé sur plusieurs modèles. Il y a les POSIS, mais également les TSP qui fonctionnent avec le même système que l'on a décrit précédemment. Une phase réceptrice qui va accumuler les micropolluants. Mais l'INRAE travaille également avec ce que l'on appelle des bioindicateurs. Un bioindicateur, c'est un organisme vivant qui peut être végétal, bactérien ou animal dont la présence, l'absence ou les altérations peuvent nous renseigner sur les caractéristiques d'un milieu naturel. Par exemple, la présence de certains amphibiens comme les grenouilles peut nous donner des indications sur la qualité de l'eau. L'INRAE a mis en place plusieurs dispositifs à base de petits organismes qui sont très utiles pour nos cours d'eau, comme des algues ou des bactéries. Par exemple, on observe la dégradation d'une litière végétale. En fonction de la présence ou non de certaines substances toxiques, sa vitesse de détérioration va varier. On compare ensuite les différents niveaux de décomposition de la litière qui nous informent sur la capacité de certains organismes à assurer leur fonction auto-épurative des cours d'eau. Au final, cela nous donne une idée du bon fonctionnement écologique.
Autre mesure, autre méthode, c'est l'utilisation de communautés bactériennes. Plus exactement, on va disposer dans la rivière des plaques de verre en amont et en aval. Les organismes microbiens, les algues, les champignons et les bactéries vont venir former un biofilm sur ces plaques de verre que l'on va récupérer. La communauté en aval va être plus exposée à des taux de concentration de pesticides, ce qui fait qu'elle va acquérir une résistance à certaines molécules. Toute l'analyse en laboratoire, ça va être de comparer ces deux communautés de bactéries et également de voir quelle acquisition de tolérance à certaines molécules elles ont pu avoir. Cela signifie que cette molécule est présente dans les cours d'eau et on pourra déduire à terme à quel taux de concentration elles ont été exposées pour acquérir une telle résistance. Mais mon bioindicateur préféré utilisé par l'INRAE, ce sont les gammars. Ce sont de petits microcrustacés que l'on va laisser dans des capsules du milieu que l'on souhaite contrôler. On va ensuite analyser en laboratoire quelles altérations elles ont pu subir. Un retard dans leur mue, un problème d'alimentation. Toutes ces informations, elles vont pouvoir nous aider à savoir quelle molécule a pu causer ces altérations sur ces organismes. Ces différentes perturbations, en plus de nous renseigner sur la présence de substances toxiques dans l'environnement, elles nous aident aussi à identifier s'il peut s'agir plus d'insecticides ou de fongicides et donc de repérer également leurs origines. Bref, les chercheurs font preuve de beaucoup d'ingéniosité et ce n'est pas les procédés techniques qu'ils manquent. Mais il faut savoir qu'il n'existe pas d'échantillonneur passif ou de bioindicateur universel. Chacun de ces outils permet de repérer un large panel de substances, mais ils ne peuvent pas nous renseigner individuellement sur tous les micropolluants que l'on peut rencontrer dans les cours d'eau. C'est notamment parce que les molécules ne réagissent pas de la même façon dans l'environnement. Par exemple, pour l'emblématique glyphosate, c'est une molécule qui est très hydrophile. Ça veut dire qu'elle se mélange très bien avec l'eau. Et les échantillonneurs passifs sont mal adaptés pour repérer cette molécule, puisqu'il s'agit de l'extraire d'un milieu dans lequel elle se sent plutôt bien. Par contre, la mesure de l'acquisition de la résistance par des communautés bactériennes est un bon moyen de repérer cette molécule. C'est aussi pour ça que ces différentes pratiques n'ont pas pour but de remplacer les échantillonnages ponctuels que l'on citait au début. Le but, c'est plutôt de créer une grande boîte à outils. L'idée, c'est d'être capable de faire une analyse globale d'un milieu tout en étant capable de faire des échantillonnages qui peuvent relever des pics de concentration. Pour avoir une bonne idée de la qualité de l'eau, les gestionnaires de l'eau doivent utiliser les deux. Les bioindicateurs ainsi que les échantillonneurs passifs permettent de faire une analyse d'un milieu et les échantillonneurs ponctuels permettent de faire du contrôle. Au-delà de nous informer sur la présence ou non de micropolluants, ces méthodes intégratives ont d'autres utilités. Cela peut nous permettre de voir par exemple la différence de pollution entre l'aval et l'amont d'une rivière. Comparer les mesures entre les différents cours d'eau pour étudier ensuite quelles sont leurs différences. Les milieux les moins pollués pourraient par exemple servir à repérer des bonnes pratiques industrielles et agricoles qu'il faudrait encourager et répliquer. Ces outils peuvent nous aider à les identifier afin d'atteindre nos objectifs de réduction de l'usage des pesticides. Si vous souhaitez en savoir plus, un article plus complet de l'INRAE est dans la description.